va démarrer maintenant un paragraphe, un chapitre sur la spectroscopie d'absorption moléculaire. On va commencer par faire un petit rappel sur ce que sont les rayonnements électromagnétiques. Un rayonnement électromagnétique, en réalité, c'est une variation périodique et simultanée d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui sont perpendiculaires l'un à l'autre. Nous avons ici une représentation de rayonnement électromagnétique. Le bleu représente le champ magnétique, le violet représente le champ électrique et la flèche rouge ici représente le sens de déplacement de ce rayonnement. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'une onde est caractérisée par sa longueur d'onde, lambda, mais aussi sa fréquence, nu, qui est en seconde moins 1 ou en hertz. On utilise le terme savant, c'est hertz, mais en réalité, ça revient à des secondes moins 1. Et on utilise aussi, surtout en spectroscopie, le nombre d'ondes nu tilde, qui est égal à nu sur c, et qui est donc égal à 1 sur lambda, mais avec lambda en centimètres. Car on a nu égale c sur lambda, c qui vaut 10 puissance 8 mètres par seconde, c'est la célérité de la lumière dans le vide. L'énergie transportée par une onde, comme vous le savez, est donnée par la relation de Planck, E égale h nu, dans laquelle h égale 6,62 10-34 joules seconde, c'est la constante de Planck. On peut donc imaginer très facilement qu'il existe une correspondance entre le nombre d'ondes et l'énergie d'un rayonnement. Le choix que je fais, c'est de prendre un nombre d'ondes pas tout à fait arbitraire, vous allez le voir, 8050 cm-1. Si je veux passer du nombre d'ondes à la fréquence, je dois multiplier par 100 pour transformer la conversion centimètre en mètre, et puis je dois multiplier par C pour avoir nu égale ceci, puisque nu tilde c'était nu sur C. Je vais ensuite mettre E égale H nu, dans lequel je remplace nu par 100 nu tilde C, et j'arrive donc, avec tout ça, tout calcul fait, vous pouvez me faire confiance, à 1,6 10-19 joules, et cette valeur-là vous rappelle sûrement quelque chose, c'est un électron-volt. Donc j'ai pris nu tilde 8050 cm-1 pour avoir le rayonnement électromagnétique dont le nombre d'ondes correspond à une énergie d'un électron-volt. C'est un choix tout à fait arbitraire, j'en ai bien conscience. Mais on sait aussi que le rayonnement électromagnétique peut être de nature corpusculaire. C'est ce que nous a appris De Broglie, qui nous dit qu'à toute onde en mouvement, on peut associer une particule. Ici, pour le rayonnement électromagnétique, la particule associée, c'est le photon. Et l'énergie de ce rayonnement électromagnétique, c'est h nu, certes, mais ça peut aussi être mp que multiplie c carré, dans lequel mp, c'est la masse du photon. Mais on retiendra aussi que le photon, c'est-à-dire la particule associée au rayonnement électromagnétique, n'existe qu'en mouvement. Dès que le rayonnement s'arrête, est absorbé, eh bien la particule disparaît. On va faire une petite diapo pour voir les domaines de longueur d'onde des rayonnements électromagnétiques. Et on va distinguer plusieurs domaines. Vous voyez le domaine des ondes radio-télé qui vont du kilomètre au mètre, grosso modo. Les ondes radar et micro-ondes qui vont du mètre au millimètre, pour faire simple. Ensuite, l'infrarouge qui va du millimètre au micromètre. Ensuite, eh bien, je vais parler de l'ultraviolet qui va de 10-7 à 10-9 mètres, les rayons X de 10-9 à 10-12 et les rayons gamma qui sont plus petits que 10-12 jusqu'à 10-14 mètres grosso modo. On sait que plus la longueur d'onde est petite, donc plus la fréquence est élevée et plus l'énergie transportée par le rayonnement est importante. Et vous voyez enfin, je l'ai passé sous silence quand on y est passé, qu'entre grosso modo 10-6 et 10-7 mètres, c'est le domaine du visible.
c'est-à-dire que notre œil, dans toute cette palette de rayonnement électromagnétique, ne voit grosso modo que la partie que j'ai appelée visible. Donc c'est une partie tout à fait minuscule par rapport à la totalité des ondes et des rayonnements électromagnétiques. On peut aussi s'intéresser maintenant aux interactions, à la nature des interactions entre les rayonnements électromagnétiques et la matière. On sait que l'énergie, les rayonnements électromagnétiques transportent de l'énergie, et bien selon l'énergie qu'ils transportent, les phénomènes qu'ils feront dans les molécules pourront être différents. Je vous ai mis ici un tableau, type de rayonnement électromagnétique. J'ai mis les micro-ondes, on a vu que c'était du millimètre au mètre. Ça va provoquer des rotations dans la molécule. L'infrarouge va plutôt provoquer des vibrations de liaison. Dans le visible, on aura beaucoup de transitions électroniques. Dans le proche UV et dans les rayons X, on aura la destruction des molécules. Donc tout cela ne nous intéresse pas beaucoup. Ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qui se passe dans le visible et on va dire dans le proche UV, parce qu'on va pouvoir là obtenir des informations sur la structure des molécules en utilisant la spectroscopie dans ce domaine-là. La spectroscopie d'absorption, on va dire qu'elle repose sur l'enchaînement suivant. On a ici en bas faible énergie, en haut de la flèche forte énergie. Donc quand la molécule est dans son état de base, elle est au repos, elle n'a aucune raison d'évoluer. Si elle reçoit un rayonnement H nu, elle va passer à un état excité, et dans cet état excité, elle ne va avoir qu'une durée de vie très brève, et elle va, dans le cadre de la relaxation, revenir à son état de base. On peut voir un exemple de ces choses-là avec l'absorption dans les complexes octaédriques. Pour l'instant, je ne vais pas développer les complexes dans ce chapitre, mais vous pourrez aller voir la structure des complexes, un chapitre sur la structure des complexes, et vous verrez cela à ce moment-là. J'ai ici, je vous ai parlé d'un complexe octaédrique, j'ai les 5 orbitales D qui sont décomposées en 2 groupes. Le groupe d'en bas, la DXY, DXZ et DYZ, et le groupe d'en haut, la DZ2 et la DX2Y2, qui sont plus énergétiques que les 3 du bas, bien entendu. Et donc, en fait, on a une différence d'énergie entre ces 2 types d'orbitales D, et on va pouvoir, puisqu'on a des électrons sur les orbitales du bas, on va pouvoir provoquer une transition de type D-D. On passe d'une orbitale D à une autre orbitale D de niveau énergétique différent. On va avoir ceci, si j'envoie le rayonnement qui fait la bonne différence d'énergie, le rayonnement transporte la différence d'énergie entre les 2 niveaux D, eh bien l'un des électrons va passer sur le niveau du haut. On peut faire une approche quantitative du phénomène d'absorption. En effet, messieurs Baire et Lambert ont proposé que l'intensité d'un rayonnement électromagnétique monochromatique, c'est important, qui traverse une substance, peut diminuer selon une loi du type, voilà, ici, première chose, moins DI, c'est la variation, la diminution infinitésimale de l'intensité du rayonnement quand la lumière traverse une épaisseur dx, x est donc une longueur, égale KI, c'est-à-dire que en fait, cette valeur moins DI sur DX varie en fonction de l'intensité, mais elle est affectée d'un coefficient K qui est une constante. Si je réarrange cette formule, vous voyez que je vais pouvoir faire apparaître DI sur I égale moins DI sur I, égale KDX. Et cette expression-là va pouvoir être intégrée. Pour I, je vais l'intégrer entre I0, un rayonnement lumineux incident, jusqu'à I, le rayonnement à la sortie, de moins DI sur I, bien sûr. Et pour les bornes d'intégration de KDX, je vais avoir, avant de rentrer dans la surface traversée, eh bien, je vais avoir X égale 0, et à la fin,
ce sera L, c'est-à-dire que j'aurai une épaisseur de L centimètres ou autre. En tous les cas, l'épaisseur va être ceci. La primitive de DI sur I, c'est ln de I. Donc ici, ça nous fait ln de I sur I0, ça nous fait moins ln de I sur I0, ce qui revient à dire ln de I0 sur I égale KL, puisque la primitive de l'intégrale de k dx entre 0 et L, c'est KL. On peut aussi écrire cette expression sous la forme I0 sur I égale exponentielle de KL, ou mieux, moins log de I sur I0 égale exponentielle de KL, et donc on arrive avec ceci à I égale I0 exponentielle de moins KL, dans laquelle, comme je vous l'ai déjà dit, L est l'épaisseur de substance traversée, I0 l'intensité du rayonnement incident, et I celle du rayonnement transmis. Baire et Lambert ont fait une étude beaucoup plus complète qui leur a permis d'expliciter K. En fait, K va être posé égal à epsilon C, dans lequel C, bien entendu, est la concentration du composé dans la solution, et epsilon va être le coefficient d'absorption moléculaire du composé à la longueur d'onde donnée. On est bien d'accord sur le fait que epsilon se rapporte à un composé et à une longueur d'onde dans le cadre de ce composé. On va exploiter la relation de Baire-Lambert en disant que I égale I0 exponentielle de moins epsilon L de C, ou ce qui revient au même, ln de I0 sur I égale epsilon L de C. A, qui est égal à ln de I0 sur I, c'est l'absorbance, la densité optique de la solution. Elle est sans unité. Et epsilon étant L et étant centimètre moins 1, mol moins 1, avec L en centimètres et C en mol par litre. La transmittance T égale I sur I0, elle s'exprime en pourcentage. On a donc ainsi I sur I0 qui est forcément inférieur à 1, mais on le multipliera par 100 pour avoir un pourcentage. On va avoir A égale moins ln de T, puisqu'on a vu que A égale ln de I0 sur I, donc égale moins ln de I sur I0. On peut faire quelques commentaires sur epsilon. La valeur de epsilon dépend, comme je vous l'ai dit, de la longueur d'onde d'observation pour un composé donné. Par exemple, si le composé A présente le spectre que je vous propose dans le visible, ça veut dire qu'il absorbe à la longueur d'onde de lambda 1, la longueur d'onde de lambda 2, la longueur d'onde de lambda 3. On voit bien que, puisque les concentrations, c'est le même composé dans la même solution, les concentrations sont égales, le epsilon 1 est plus grand que le epsilon E2, lui-même plus grand que le epsilon 3. Si on étudie ce composé, si on se positionne sur une longueur d'onde, on choisira pour étudier ce composé de se positionner sur la longueur d'onde lambda 1, qui est celle qui donne le creux le plus profond, qui est donc correspond au epsilon maximal. Je vous ai donc dit également que epsilon se rapporte à une valeur de lambda, je viens de vous le rappeler, mais en général, donc, comme je vous l'ai dit également dans la diapo précédente, on choisit la longueur d'onde qui conduit au epsilon le plus grand afin d'optimiser la sensibilité de la mesure. Ensuite, on détermine epsilon grâce à une solution étalon. Une solution étalon, c'est une solution dont le C est connu, la concentration est connue, et lorsqu'on connaît la concentration, si on mesure la valeur de A, on a ln de A égale epsilon L de C, et donc, comme on connaît L et C, on en déduit facilement epsilon. Et ensuite, on peut étudier des solutions inconnues pour lesquelles on connaîtra epsilon et L, et pour lesquelles on mesurera A. Oui, c'est ln de I0 sur I qui est égal à A, bien entendu. On va réaliser un spectre. Pour cela, on réalise d'abord le spectre du solvant pur. Le solvant pur, on va imaginer, un coup de chance fantastique, que ce solvant n'a qu'une longueur d'onde à laquelle il absorbe de façon significative.
C'est un cas assez intéressant, mais qui n'est pas systématique. On passe ensuite le composé que l'on va étudier dans le solvant, et là, deux cas vont se présenter. Premier cas, le composé n'absorbe pas au voisinage de lambda S. On voit alors qu'on pourra utiliser indifféremment, ou à peu près, lambda 1 ou lambda 2, parce que les epsilon 1 et epsilon 2 du composé sont extrêmement importants tous les deux, donc on pourra utiliser n'importe lequel. Ça, c'est le meilleur cas. C'est un cas extrêmement commode et confortable qui arrive fort heureusement. Mais on peut aussi avoir une situation où le composé n'absorbe qu'au voisinage lambda S. Voilà un exemple de composé et de solvant décidé un peu à nous embêter. Et donc à ce moment-là, on ne pourra pas faire une mesure significative sur le lambda associé, celui qui est à côté de lambda S. Et à ce moment-là, eh bien, la réponse est simple. On doit changer de solvant. On doit respecter quelques conditions pour faire un spectre. La première, donc la loi de Beer-Lambert, n'est utilisable que si la lumière utilisée est monochromatique, on est bien d'accord. C'est sur de la lumière monochromatique que l'on a une valeur de epsilon bien connue. Il faut que les concentrations soient faibles. Alors, faible, ça veut dire de l'ordre de 0,1 mol par litre ou en dessous. Que la solution soit homogène. Effectivement, si on a une solution qui n'est pas homogène, les rayonnements lumineux vont traverser à peu près n'importe quoi et on pourra, en fonction de ce qui est traversé, obtenir un résultat ou un autre et en aucun cas un résultat reproductible. Enfin, le composé étudié ne doit pas être susceptible de donner lieu à une réaction photochimique. Une réaction photochimique, vous savez ce que c'est une réaction dans laquelle un ou plusieurs composés réagissent à la lumière pour se décomposer, pour interagir entre eux. Enfin, il faut que la température soit constante parce que T, la température, joue sur la valeur de epsilon et peut éventuellement aussi jouer sur une constante d'équilibre si le système que l'on étudie donne lieu à un équilibre. On va maintenant passer à un effet intéressant, c'est l'additivité des effets. Si on a deux composés, X et Y, qui ont la même bande d'absorption, c'est-à-dire qu'ils absorbent à la même valeur de lambda X, eh bien, à ce moment-là, on va dire qu'ils donnent un creux pour la même valeur de lambda, et on observe le même effet si on utilise une seule cuve contenant les deux composés à la concentration Cx pour X et à la concentration Cy pour Y, ou si on utilise deux cuves, l'une qui contient X à Cx et l'autre Y à Cy. Bien entendu, les deux cuves devront avoir la même épaisseur, pour que l'on puisse effectivement que le rayonnement traverse la même chose, que ce soit à propos de X ou à propos de Y. On va maintenant terminer cette additivité des effets. Ici, j'imagine deux cuves, même épaisseur, on va dire que les deux cuves ont la même largeur L. La première contient du X à la concentration Cx, le I0 incident et c'est le I1 à la sortie, et puis le I1 va arriver dans la cuve qui contient du Y à la concentration Cy, et on aura le rayon qui sort, qui est donc I2. On a donc A qui est égal à AX plus AY. AX c'est epsilon X Cx L et AY c'est epsilon Y Cy L. Comme le L est le même, je l'ai mis en facteur commun. Et donc, je vais pouvoir dire que A qui est égal à ln de I0 sur I1 plus ln de I1 sur I2 égale ln de I0 sur I2. D'accord? Ces deux logs, l'addition de ces deux logs nous donne bien ceci. Si maintenant je me place avec une seule cuve de même épaisseur L que les deux précédentes, eh bien je vais pouvoir écrire que A égale AX plus AY égale epsilon X Cx plus epsilon Y Cy L, comme précédemment.
A, cette fois-ci, sera directement égal à ln de I0 sur I2, et on constate que I2 est le même pour les deux essais. Ce qui revient à dire que l'on ait utilisé deux cuves ou une cuve, on obtient exactement le même résultat. On va finir pour dire quelques mots sur les possibilités d'utilisation de la spectroscopie. La première utilisation, bien sûr, c'est la reconnaissance composée dont on connaît le spectre. Les industriels, quand ils fabriquent un composé qu'ils nous le vendent, en général, ils le vendent avec ils ont mis, on trouve dans la littérature ou dans leur fascicule à eux, le spectre du composé, et on peut donc bien vérifier que c'est de ce composé qu'il s'agit en mesurant, en faisant le spectre, tout simplement. Une utilisation beaucoup plus importante, c'est la détermination des concentrations. C'est important de signaler ceci parce que là, on va pouvoir déterminer des concentrations sans détruire le composé que l'on est en train d'étudier. La spectro permet un dosage non destructif. Alors que, par exemple, si on a un acide qu'on le dose par une base, bien sûr, on sait la quantité qu'il y avait, si le dosage a été bien fait, mais on a détruit une partie, on a détruit l'acide que l'on voulait, dont on a déterminé la concentration. Enfin, comme certaines réactions chimiques les réactions chimiques en général font apparaître des produits et disparaître des réactifs, eh bien, si on s'est placé sur une longueur d'onde correspondant à l'un des réactifs ou à l'un des produits, on peut suivre sa concentration et en suivant sa concentration, on suit l'avancement de la réaction.